Imaginez la scène, l'obscurité totale du golfe d'Oman, seulement troublée par le ronronnement des turbines d'un destroyer de classe Harley Burke. Soudain, l'ordre tombe. Ce n'est pas un exercice. Un canon de 127 mm déchire le silence, projetant plusieurs obus vers la salle des machines d'un cargo massif battant pavillon iranien. Le message envoyé par Donald Trump est clair. Le blocus n'est pas une suggestion, c'est une condamnation. À cet instant précis, alors que la fumée s'échappe encore de la coque éventrée du Tausk, le monde retient son souffle. Pourquoi avoir pris le risque d'ouvrir le feu à seulement 72 heures de l'ouverture d'un sommet de paix crucial? S'agit-il d'une démonstration de force calculée ou une erreur de jugement qui va embraser le détroit d'Ormuz? Aujourd'hui, sur les échos du front, Nous plongeons dans les entrailles de cette opération navale qui vient de redéfinir les règles du jeu au Moyen-Orient. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. L'actualité vient de basculer dans une nouvelle dimension de confrontation directe. La Maison-Blanche, par la voix du président Donald Trump, a confirmé ce que les radars de surveillance craignaient. L'US Navy a engagé et capturé un navire de transport iranien en pleine mer. Cet incident n'est pas un accrochage mineur entre patrouilleurs. C'est une interception de haute mer, impliquant une puissance de feu dévastatrice. Le timing de cette opération est ce qui frappe le plus les analystes. Nous sommes actuellement dans une phase de cessez-le-feu extrêmement précaire, un accord de non-agression qui devait expirer dans exactement 3 jours. Pire encore, cette action survient quelques heures seulement après que Washington a annoncé préparer une nouvelle délégation. Pour des pourparlers de paix, c'est le paradoxe total. La main tendue d'un côté, le point de fer de l'autre. Le théâtre des opérations se situe dans le golfe d'Oman, une zone tampon vitale juste à l'entrée du détroit d'Ormuz. Le navire visé, le Tausk, n'est pas n'importe quel cargo. Pour les services de renseignement occidentaux, il est le symbole de la résistance économique de Téhéran. En tentant de forcer le blocus naval américain, il ne transportait pas seulement des marchandises, il transportait la volonté de l'Iran de prouver que les États-Unis ne sont plus les maîtres des ondes. Le président Trump, fidèle à sa stratégie de communication directe, a publié les détails sur ses réseaux avant même le briefing du Pentagone. Il a révélé que le USS Spruance, un destroyer lance-missiles ultramoderne, a intercepté le bâtiment. Après des sommations réglementaires, les officiers de marine ont appliqué la méthode forte, viser la propulsion pour stopper le navire net sans le couler, permettant ainsi aux commandos de Marines de monter à l'abordage. À l'heure où je vous parle, l'équipage iranien est détenu par les forces américaines. Les répercussions sont immédiates. Le marché pétrolier s'affole et la question de la prolongation du cessez-le-feu semble désormais réglée. À la question « Allez-vous étendre la trêve ?», la réponse de Trump a été d'une froideur chirurgicale « Peut-être pas. La guerre totale n'a jamais semblé aussi proche. » Pour décrypter la mécanique implacable qui vient de se mettre en branle, il faut écouter ceux qui ont l'oreille du pouvoir à Washington. Parmi eux, une figure domine, l'ancien ambassadeur à l'ONU et ex-conseiller à la sécurité nationale, John Bolton. Pour lui, cet incident n'est ni une erreur ni une surprise. C'est la fonction primaire d'un blocus, une épreuve de force pure. Bolton apporte une précision chirurgicale sur la nature du navire intercepté. Il ne s'agirait pas d'un simple cargo de commerce égaré, mais d'un pétrolier géant, un colosse des mers dont la mission était de tester la résolution américaine. Selon ses sources, le bâtiment fait partie de ce qu'on appelle, dans les milieux du renseignement maritime, la flotte fantôme. Qu'est-ce que la flotte fantôme? C'est un réseau complexe de navires aux propriétaires opaques, souvent des sociétés écrans basées dans des paradis fiscaux, qui changent de nom et de pavillon de complaisance toutes les quelques semaines. Un jour libérien, le lendemain panaméen, ces navires éteignent leurs transpondeurs pour charger du pétrole sous sanction. Bolton souligne un point juridique capital. Si ce navire est effectivement un vaisseau apatride aux documents falsifiés, aucune instance internationale, pas même l'ONU, ne peut s'opposer à ce qu'une marine de guerre en prenne le contrôle. En droit maritime, un navire sans nationalité claire est à la merci de celui qui l'intercepte. L'aspect technique de l'engagement mérite également que l'on s'y attarde. Le destroyer USS Spruance n'a pas cherché à couler le navire. Pourquoi? Parce que couler un pétrolier dans le golfe d'Oman provoquerait une catastrophe écologique majeure qui se retournerait contre les alliés des États-Unis dans la région, comme les Émirats ou Oman. L'ordre était de pratiquer un immobilisme forcé, en tirant un obus de précision ou un missile léger directement dans la salle des machines. L'US Navy a transformé ce géant des mers en une île de fer inerte. C'est une manœuvre de haute précision qui exige des canonniers une maîtrise absolue pour éviter de toucher les réservoirs de cargaison. Une fois le moteur hors d'usage, les Marines ont procédé à ce qu'on appelle une opération VBSS, Visit, Board Search and Seizure. Les hélicoptères Seahawk ont déposé des équipes d'élite sur le pont pour sécuriser le navire et neutraliser l'équipage, sans effusion de sang inutile, transformant le navire en une pièce à conviction géante. Mais au-delà du navire, c'est toute la stratégie de Téhéran que Bolton cherche à démolir. Selon lui, le régime iranien utilise le détroit d'Ormuz comme un interrupteur géant
géant pour la stabilité mondiale. Un coup j'ouvre, un coup je ferme, pour faire chanter les marchés de l'énergie. L'analyse de Bolton est radicale. Il ne suffit pas de bloquer les navires iraniens, il faut arracher l'interrupteur. Cela signifie que les États-Unis, en collaboration avec Israël, envisageraient sérieusement de prendre le contrôle militaire permanent des eaux territoriales du détroit. Pour Bolton, la liberté de navigation est un principe sacré de la politique étrangère américaine depuis sa fondation. Laisser une puissance régionale, comme l'Iran dicter qui peut ou ne peut pas naviguer dans ces eaux est une humiliation stratégique que Washington ne peut plus tolérer. Le message envoyé au travers de l'interception du Tausk est clair. Chaque goutte de pétrole iranien qui tente de sortir sera soit saisie, soit brûlée dans les machines. Alors que les canons fument encore dans le Golfe, une autre bataille, plus feutrée mais tout aussi violente, se joue dans les couloirs de l'aile ouest de la Maison-Blanche. Officiellement, Washington prépare des pourparlers de paix au Pakistan. Mais sur les échos du front, nous devons nous poser la question, cette diplomatie est-elle réelle ou n'est-elle qu'un écran de fumée? John Bolton, dont le scepticisme n'a d'égal que sa connaissance des dossiers, qualifie ces futures discussions de pur gaspillage d'oxygène. Selon lui, accepter ce cessez-le-feu a été l'erreur stratégique majeure de l'administration. Pourquoi? Parce que sur le terrain, l'équilibre des forces était en train de basculer définitivement. Avant la trêve, l'US Navy et l'armée de l'air israélienne frappaient l'Iran avec une régularité chirurgicale, asphyxiant leur capacité de réponse. En accordant 2 semaines de répit, Washington a offert à Téhéran exactement ce dont un régime aux abois a besoin, du temps. Pendant ces 14 jours de silence radio, les ingénieurs du corps des gardiens de la Révolution n'ont pas chômé. Ils ont réparé des infrastructures, déplacé des batteries de missiles mobiles et réorganisé leur chaîne logistique. Ce que la Maison-Blanche présente comme une opportunité de paix est perçu par le Pentagone comme une fenêtre de réarmement offerte à l'ennemi. On ne négocie pas avec un adversaire pendant qu'il remet son armure. Un signe ne trompe pas sur le chaos qui règne au sommet de l'État, l'annulation du déplacement du vice-président J.D. Vance pour ces négociations. La version officielle invoque des raisons de sécurité, mais pour les observateurs aguerris, le message est bien plus sombre. Soit l'administration craint réellement une tentative d'assassinat de haut niveau, ce qui en dit long sur l'état de la menace iranienne, soit elle ne fait tout simplement pas confiance au processus. Envoyer des civils ou des diplomates de second rang à la place du vice-président envoie un signal de faiblesse et d'indécision à Téhéran. Les négociateurs iraniens sont des maîtres du tapis. Ils sentent quand leur interlocuteur est pressé de partir. Et c'est là que le facteur domestique entre en jeu. Nous touchons ici au cœur du problème. Donald Trump n'agit pas seulement en tant que commandant en chef, mais en tant que candidat. Nous sommes dans une année électorale charnière. Les sondages montrent une lassitude croissante du peuple américain face à ce conflit lointain qui fait exploser le prix du baril à la pompe. Le président est pris en étau entre sa promesse de pression maximale et la réalité politique d'une opinion publique qui rejette une nouvelle guerre éternelle. Trump multiplie les déclarations contradictoires, affirmant un jour qu'il veut écraser le régime et le lendemain qu'il est prêt à conclure un accord fantastique. Cette versatilité est le pire ennemi de la dissuasion. L'analyse est cinglante. Trump a déclenché une offensive massive le 28 février dernier à 2h30 du matin, sans avoir préparé l'opinion publique au coup d'un tel conflit. Aujourd'hui, il paie le prix de ce manque de pédagogie. Les Iraniens voient cette division interne. Ils voient les sondages. Ils savent que si l'Amérique a les plus gros canons, c'est peut-être l'Iran qui a la plus grande patience. Le blocus du Tausk était peut-être un cri de colère de Trump pour prouver qu'il n'a pas encore perdu la main. Mais sur l'échiquier global, le doute est semé. Pour comprendre l'audace, ou peut-être la folie, de l'interception du Tausk, il faut regarder la géographie du front. Le général Wesley Clark, ancien commandant suprême de l'OTAN, apporte une perspective froide et technique. Le navire iranien se dirigeait vers Bandar Abbas, le joyau logistique de Téhéran situé directement sur le détroit d'Ormuz. Cela signifie que le destroyer américain USS Prudence a ouvert le feu alors qu'il se trouvait à l'intérieur de l'enveloppe de tir des batteries de défense côtière iranienne. Dans le jargon militaire, l'équipage américain opérait dans une zone de déni d'accès, A2AD. Téhéran possède des centaines de lanceurs mobiles de missiles Noor et Qader, capables de saturer les défenses Aegis d'un destroyer en quelques secondes. Le fait que l'Iran n'ait pas répliqué instantanément par une salve de missiles ne signifie pas qu'ils sont impuissants, mais qu'ils calculent le prix d'une guerre totale. Le général Clark souligne un point que peu de médias grand public abordent. Nous ne sommes plus dans une guerre classique, mais dans un état de destruction économique mutuelle assurée. Le blocus américain est d'une efficacité redoutable. En coupant les routes maritimes, Washington prive Téhéran de ses revenus vitaux. L'économie iranienne est en train de s'asphyxier, mais l'Iran possède une arme de représailles asymétrique. En réponse à l'interdiction de ses propres exportations, Téhéran peut bloquer celle des alliés de l'Amérique. Ce n'est pas seulement le pétrole qui est en jeu.
le monde découvre avec effroi sa dépendance au détroit d'Ormuz pour des ressources critiques comme le gaz naturel liquéfié, les produits agricoles de base et surtout l'hélium. Sans hélium, l'industrie mondiale des semi-conducteurs s'arrête. En saisissant le Tausk, les États-Unis ont peut-être gagné une bataille navale, mais ils ont poussé l'Iran dans ses derniers retranchements, celui où le régime n'a plus rien à perdre à faire s'effondrer l'économie mondiale. Un autre facteur inquiète les stratèges des échos du front, la précision potentielle de la riposte iranienne. Le général Clark rappelle que les rebelles Houthis au Yémen ont déjà prouvé qu'ils pouvaient frapper des navires en mouvement avec une précision déconcertante. D'où vient cette technologie? Le soupçon pèse lourdement sur un partage de données satellites en temps réel, provenant potentiellement de réseaux chinois. Si l'Iran décide de venger l'affront fait au Tausk, il ne se contentera pas d'un tir symbolique. Sa doctrine consiste à encadrer sa cible. Cela signifie lancer simultanément des missiles de croisière rasant les vagues pour tromper les radars, des missiles balistiques arrivant par le haut à une vitesse hypersonique et des essaims de drones suicides. Même le navire le plus sophistiqué de l'US Navy peut être submergé par un tel volume d'attaques saturantes. Enfin, le risque de contagion régionale est à son maximum. Si l'Iran frappe, où le fera-t-il? Frapper un navire américain est un acte de guerre direct contre une superpuissance. Téhéran pourrait préférer une cible tit for tat, attaquer les infrastructures pétrolières d'un allié, comme l'Arabie Saoudite ou le Koweït. Mais attention au retour de flamme. Il y a actuellement un contingent de 12 soldats pakistanais stationnés en Arabie Saoudite dans le cadre d'un pacte de défense mutuelle. Si des missiles iraniens tuent des soldats pakistanais, le conflit ne sera plus seulement un face-à-face USA-Iran, mais pourrait impliquer une puissance nucléaire supplémentaire. C'est ce fil d'équilibriste que Téhéran tente de marcher. Frapper assez fort pour restaurer sa dissuasion après l'épisode du Tausk, mais pas assez pour déclencher une réaction en chaîne mondiale qu'il ne pourrait pas contrôler. En conclusion de ce dossier spécial, l'interception du cargo Tausk par le USS Spruance ne doit pas être vue comme un simple fait divers maritime, mais comme le point de bascule d'une décennie de tensions accumulées. En choisissant la force à quelques heures des négociations, Donald Trump a envoyé un message qui dépasse largement les eaux du golfe d'Oman. Il a signifié au monde que, pour Washington, la survie du système financier et énergétique mondial passe par une domination sans partage des routes maritimes. Cependant, comme nous l'avons analysé avec le général Clark et John Bolton, cette stratégie de pression maximale comporte une faille béante. Elle ne laisse aucune porte de sortie honorable à l'adversaire. En acculant Téhéran, les États-Unis prennent le risque de transformer un conflit régional en une déflagration systémique. Si le blocus continue d'asphyxier l'Iran, le régime n'aura d'autre choix que d'utiliser son option nucléaire économique, la fermeture totale et définitive du détroit d'Ormuz, plongeant l'Occident dans une récession sans précédent. Un autre enseignement majeur de cette crise est la place de l'information. Nous l'avons vu avec la diffusion rapide d'images satellites et de vidéos de drones. La guerre se gagne autant sur les écrans que sur les flots. Pour une chaîne comme les Échos du Front, notre mission est de rester ce rempart contre la désinformation. Alors que les médias d'État des deux camps tentent d'imposer leur récit, le décryptage technique des mouvements de troupes et des capacités d'armement reste notre seule boussole. L'incident du 19 avril 2026 restera dans les manuels d'histoire militaire comme le moment où la dissuasion classique a été mise à l'épreuve de la réalité asymétrique. L'US Navy possède la puissance, mais l'Iran possède la géographie. Dans ce jeu d'échecs mortels, chaque coup peut être le dernier avant l'embrasement généralisé. La question n'est plus de savoir si le cessez-le-feu sera rompu, mais quelle forme prendra la guerre qui suivra son expiration dans 3 jours. C'est ainsi que s'achève notre analyse approfondie de cette escalade majeure. Sur les Échos du Front, nous continuerons de suivre minute par minute l'évolution de la situation dans le Golfe. Les enjeux sont colossaux pour votre portefeuille, pour la sécurité internationale et pour l'avenir de l'équilibre des puissances. Et vous, quelle est votre analyse? Pensez-vous que l'Iran osera une riposte directe contre un destroyer américain ou va-t-il privilégier des attaques cyber ou des sabotages? Via ses alliés régionaux, le blocus est-il, selon vous, la seule solution pour forcer Téhéran à négocier sérieusement? Vos avis en commentaire sont essentiels pour nourrir notre réflexion commune. Si vous avez apprécié ce format long et détaillé, soutenez la chaîne, un pouce bleu pour le référencement, un partage pour informer vos proches et surtout abonnez-vous en activant la cloche de notification. C'est grâce à votre fidélité que nous pouvons continuer à produire ces rapports de situation indépendants. C'était l'équipe des Échos du Front. Restez en alerte, restez connectés. À très bientôt pour le prochain point de situation.